Le milliardaire était en proie à une panique totale sans traducteur. Alors que même la femme de ménage parlait 8 langues, le silence qui coûtait des millions s'installa. L'écran géant clignota d'une froideur implacable, projetant 8 visages furieux depuis différentes parties du monde. Rodolphe de Villeneuve, l'homme d'affaires le plus craint et respecté du quartier de la Défense, sentit l'air quitter ses poumons. Ses articulations étaient blanches, crispées sur le bord de l'immense table de la salle du conseil, comme s'il s'agissait du bord d'un précipice. Et c'en était un. Il était à 60 secondes de perdre le travail de toute sa vie, l'héritage pour lequel il avait sacrifié sa jeunesse, sa santé et même sa défunte épouse. Monsieur de Villeneuve, c'est un manque de respect total. La voix métallique de Monsieur Kaneshiro cracha à travers les haut-parleurs de haute fidélité dans un anglais haché et plein de colère. Nous vous avons accordé notre confiance. Nous vous avons donné notre temps et vous nous présentez un cirque. Le silence qui suivit ces mots fut assourdissant. Il pesait des tonnes. Rodolphe, à ses 68 ans, ressentit une douleur aiguë dans la poitrine. Ce n'était pas un infarctus physique, c'était la terreur pure de l'impuissance. Le consortium international était prêt à signer la fusion qui sauverait son groupe de la faillite imminente, protégeant ainsi les retraites de milliers d'employés âgés qui dépendaient de lui. C'était le coup de maître de sa carrière, mais il y avait un problème fatal. Le maudit traducteur simultané n'était jamais arrivé. À la droite de Rodolphe, Fabien Mongrand, son jeune et arrogant directeur des opérations, transpirait à grosses gouttes. Le costume sur mesure dont Fabien se vantait tant semblait maintenant l'asphyxier. Il tapait frénétiquement sur son téléphone de dernière génération, tentant d'utiliser une application gratuite de traduction vocale qui ne faisait qu'émettre des bruits robotiques et incompréhensibles. « Fabien !» murmura Rodolphe d'une voix brisée par un mélange de rage et de désespoir. « Fais quelque chose. Dis-leur qu'il y a eu un accident sur l'autoroute. Dis-leur que l'interprète a eu une urgence médicale. Dis-leur n'importe quoi pour nous gagner 5 minutes. Monsieur de Villeneuve. Je ne parle pas japonais, ni allemand, ni russe, balbutia Fabien, les yeux exorbités, révélant pour la première fois sa véritable inutilité sous pression. J'ai essayé de mettre le téléphone près du micro, mais l'application a traduit fusion d'entreprise par explosion nucléaire. Monsieur Kaneshiro a failli couper la visioconférence il y a 2 minutes. Sur l'écran, un investisseur allemand frappa la table du poing. Il parla dans sa langue avec un ton qui n'avait pas besoin de traduction. C'était un ultimatum. Ensuite, un homme d'affaires russe croisa les bras et secoua la tête, murmurant des mots de mépris évidents vers la caméra. Rodolphe ferma les yeux de toutes ses forces. Comment en était-il arrivé là? Le grand loup des affaires, l'homme qui ne craignait rien, réduit à un vieillard pathétique incapable de communiquer. Il s'imagina les gros titres des journaux le lendemain. Il s'imagina les visages de ses ouvriers d'usine, des hommes et des femmes de son âge, apprenant que leur fonds de retraite s'était volatilisé à cause d'une erreur de logistique. La culpabilité lui taraudait l'âme. « Monsieur Kaneshiro, s'il vous plaît », tenta de dire Rodolphe, bafouillant dans un anglais maladroit qu'il n'avait jamais daigné perfectionner, habitué à payer pour que les autres parlent à sa place. Juste un moment, problème technique. Le leader japonais ne scia pas. Son visage, encadré par le décor impeccable de son bureau à Tokyo, se durcit comme la pierre. Kaneshiro n'était pas un homme qui pardonnait l'incompétence. Pour lui, c'était une question d'honneur, et Rodolphe de Villeneuve le lui volait. Kaneshiro se pencha vers la caméra, prit une inspiration. Lorsqu'il parla, il n'utilisa plus son anglais approximatif. Il parla en japonais pur, rapide, tranchant comme un sabre. Le ton était définitif. Bien que Rodolphe ne comprît pas les mots, le message universel était clair. C'était fini. L'accord était mort. Fabien laissa tomber son téléphone sur la table dans un bruit sourd, abandonnant la partie. Rodolphe baissa la tête, sentant 40 ans d'empire s'effondrer comme de la poussière entre ses doigts. Il était ruiné, et c'est alors que l'impossible se produisit. Kaneshiro-san, sumimasen, gokai ga arimasu. Villeneuve shi wa anata no jika no iju ni sonshu shit imazu. Monsieur Kaneshiro, excusez-nous, il y a un malentendu. De Villeneuve respecte profondément votre temps. Les mots coupèrent l'air lourd de la salle du conseil comme un fouet brillant. La prononciation était absolue, impeccable, avec la cadence et le respect exact qu'exigeait le protocole des affaires de haut niveau à Tokyo. Rodolphe leva la tête d'un coup, les yeux grands ouverts. Fabien sursauta sur sa chaise, tournant le cou si rapidement qu'il faillit se le bloquer. Il n'y avait personne d'autre à la table. La voix ne venait pas des haut-parleurs,
Elle venait du coin sombre de la salle. Là, debout à côté d'un chariot de nettoyage en plastique gris, se tenait Isabelle. Elle avait 34 ans, les cheveux attachés en un chignon strict et le visage marqué par une fatigue ancienne. Elle portait la blouse bleue du personnel d'entretien, un tablier blanc impeccable et, couvrant ses mains, de grands gants en caoutchouc jaune. Dans une main, elle tenait un flacon de produit lave-vitre, dans l'autre, un chiffon en microfibre. Rodolphe resta paralysé. Sa mâchoire s'entr'ouvrit légèrement. Fabien, retrouvant son instinct arrogant, devint rouge de colère. « Mais qu'est-ce qui te prend? Tu es folle ?» siffla Fabien, se levant à moitié et tentant de couvrir les micros de la table avec ses mains. « Sors d'ici tout de suite, la sécurité !» Isabelle ne s'ila même pas devant les éclats de voix du jeune cadre. Ses yeux, sombres et pénétrants, ignorèrent complètement Fabien. Elle ne regarda pas non plus Rodolphe. Son regard était fixé directement sur l'écran géant, établissant un contact visuel avec l'implacable Monsieur Kaneshiro. Elle fit 2 pas fermes vers le centre de la pièce, ses chaussures à semelles en caoutchouc émettant un léger frottement contre le sol en marbre. Sur l'écran, le visage furieux de Kaneshiro se transforma instantanément. La surprise le désarma. Il cligna des yeux, incrédule d'entendre sa langue maternelle parler avec un tel niveau de sophistication poétique et de formalité par une femme en uniforme de ménage à Paris. Kaneshiro répondit, son ton encore méfiant, mais dépouillé de sa colère précédente, posant une question rapide et directe. Sans hésiter une microseconde, Isabelle leva sa main gantée de jaune pour réclamer le silence dans la salle. Elle pointa l'index directement vers la caméra de visioconférence, un geste d'autorité absolue qui fit retenir son souffle à Rodolphe. Monsieur Kaneshiro dit que si le respect est si grand, pourquoi le fait-on attendre dans une salle vide de compétences? Traduisit Isabelle en français sans regarder Rodolphe, d'une voix froide et professionnelle. Avant que le milliardaire ne pût digérer le coup, elle se tourna de nouveau vers l'écran et répondit en japonais « Kaneshiro-san, Kiki Kanri Kosoga, Potoforio no Shin no Tsuyosa o Shimezu Monodezu. » Kaneshiro, c'est précisément dans la gestion de crise que se démontre la véritable force d'un portefeuille. La réponse était un dard empoisonné d'un pur génie diplomatique. Elle soutenait que le chaos momentané n'était pas un manque de respect, mais un test de résilience de l'entreprise. Sur l'écran, l'investisseur allemand fronça les sourcils, exigeant de savoir ce qui se passait d'un ton guttural et agacé. Avant que Fabien ne pût céder de nouveau à la panique, Isabelle tourna légèrement la tête vers le microphone central. « Herr Müller, die Verzögerung ist bedauerlich, aber unsere finanziellen Garantien bleiben unerschütterlich. » Müller, le retard est regrettable, mais nos garanties financières restent inébranlables, lança Isabelle dans un allemand parfait, avec un accent si natif que le cadre européen se tut immédiatement, ajustant ses lunettes avec stupéfaction. Rodolphe avait l'impression d'halluciner. La pression dans sa poitrine avait disparu, remplacée par un choc absolu. Il regardait cette femme, cet employé dont il avait ignoré le visage pendant des mois en la croisant dans les couloirs, dominer les titans de la finance mondiale avec la simplicité de quelqu'un qui respire. Fabien, humilié et blême, tenta d'intervenir à nouveau. « Monsieur de Villeneuve, c'est irrégulier. Nous ne pouvons pas laisser la femme de ménage. » Isabelle l'interrompit, cette fois en le regardant en face. Ses yeux étaient des blocs de glace. Elle ne leva pas la voix, elle n'en avait pas besoin. « Si vous ouvrez la bouche encore une fois, monsieur, mon grand, le fonds d'investissement émirati se retirera. Le représentant arabe vient de demander si ce niveau d'interruption est la norme sous votre direction. Je vais lui répondre en arabe classique. Je vous suggère de vous asseoir et d'apprendre. » Fabien s'effondra sur sa chaise comme si on avait coupé les fils d'une marionnette. Rodolphe ne dit rien. Il était hypnotisé. La majesté de cette femme contrastait violemment avec ses gants en caoutchouc humide. C'était un ange gardien déguisé sous les vêtements les plus humbles de son immeuble. Pendant les 3 minutes suivantes, Isabelle prit le contrôle absolu de la négociation de 1 milliard d'euros. Elle calma l'investisseur japonais, apaisa l'allemand et répondit aux doutes du représentant russe dans un russe moscovite fluide et percutant. Ce fut un déploiement de pouvoir, d'intellect et de précision que Rodolphe de Villeneuve n'avait jamais vu en 40 ans de carrière. Finalement, M. Kaneshiro acquiesça à l'écran. Il fit une légère inclination de la tête vers la caméra, un geste de profond respect non pas envers Rodolphe, mais envers la femme en uniforme qui avait sauvé l'accord. Le consortium accepte les termes de l'annexe B. Monsieur de Villeneuve, dit Isabelle en français,
son ton revenant à la neutralité la plus absolue. Ils enverront les documents finaux pour la signature électronique dans 10 minutes. L'écran s'éteignit, laissant le logo du groupe flotter dans l'obscurité de la salle. Le silence qui suivit n'était pas un silence de tension, mais de choc sismique. Rodolphe respirait bruyamment, la regardant comme s'il voyait un fantôme. Il voulait parler, il voulait crier de soulagement, il voulait lui offrir le monde entier à cet instant précis. Il allait ouvrir la bouche pour lui demander son nom, d'où elle sortait, comment diable elle avait fait cela. Mais avant qu'il ne pût prononcer une seule syllabe, Isabelle lui tourna le dos, prit son flacon de plastique bleu, pulvérisa du lave-vitre sur l'extrémité tachée de la table en acajou et, avec les mouvements méthodiques et mécaniques de ses gants jaunes, commença à nettoyer comme si de rien n'était, comme si elle ne venait pas de sauver un empire, comme s'il n'existait pas. La symphonie des 8 langues s'était tue. Le bruit de l'atomiseur coupa le silence sépulcral de la salle du conseil. Le liquide bleu tomba sur l'acajou importé, et Isabelle, le dos droit et le visage impénétrable, passa le chiffon en microfibre sur la surface, avec la même précision avec laquelle elle venait de désarmer les loups de la finance les plus impitoyables d'Asie et d'Europe. Chaque mouvement de ses gants jaunes était une gifle invisible à l'ego des hommes en costume qui l'entouraient. Rodolphe de Villeneuve restait cloué à sa chaise en cuir, incapable d'articuler un mot. Son cerveau de stratège, habitué à traiter des fusions de plusieurs milliards en quelques secondes, était bloqué. Il observait cette femme comme une créature d'un autre monde. Qui était-elle? Comment était-il possible qu'une femme de ménage maîtrise le vocabulaire technique des affaires en japonais, allemand, russe et arabe, avec la fluidité d'un diplomate de carrière? Soudain, les lourdes portes en verre de la salle s'ouvrirent brusquement. 3 jeunes cadres, vêtus de costumes de créateurs et des dossiers sous le bras, firent irruption dans la pièce. C'étaient les vice-présidents des finances, ignorant tout du miracle qui venait de se produire à huis clos. En entrant et en voyant les écrans éteints, la panique envahit leur visage. « Monsieur de Villeneuve, nous avons vu que la connexion sécurisée s'est coupée sur le serveur », s'exclama le plus grand, s'approchant précipitamment de la table. « Qu'est-ce qui s'est passé avec Monsieur Kaneshiro? Le traducteur est enfin arrivé. Nous avons réussi à stopper l'annulation. » Avant que Rodolphe ne pût répondre, le regard du jeune cadre dévia vers la silhouette au tablier blanc. Son expression d'inquiétude se transforma instantanément en mépris. « Qu'est-ce que le personnel de ménage fiche ici en pleine crise ?» cracha le cadre en regardant Isabelle avec dégoût. « Sortez d'ici immédiatement. Vous ne voyez pas que nous perdons des millions d'euros? Allez, oust, vous n'avez pas l'autorisation de mettre les pieds à cet étage. » Fabien, le directeur des opérations, encore pâle et tremblant sur sa chaise, vit dans l'agression de son collègue une opportunité de récupérer son statut perdu. Il se leva, ajustant le nœud de sa cravate de soie rouge, tentant de projeter une autorité qu'il n'avait plus. « Exactement dehors !» cria Fabien à Isabelle, désignant la porte d'un doigt tremblant. « Je vais te signaler aux ressources humaines. La sécurité va t'escorter jusqu'à la rue pour intrusion dans une zone de propriété confidentielle. » Isabelle arrêta son geste. Le chiffon jaune resta immobile sur la table. Elle ne se recroquevilla pas, ne baissa pas la tête, ne s'excusa pas comme l'auraient fait les autres employés d'entretien terrorisés à l'idée de perdre leur emploi au SMIC. Lentement, Isabelle tourna le visage vers Fabien. Elle le regarda de haut en bas avec une froideur si absolue, si calculée, que le jeune directeur des opérations recula d'un demi-pas par instinct. Dans les yeux de cette femme, il n'y avait pas de peur, il y avait de la pitié. Le contrat de fusion internationale stipule que la confidentialité est rompue si du personnel non autorisé est présent, Monsieur Mongrand, dit Isabelle, sa voix résonnant douce mais tranchante comme un scalpel. Cependant, selon l'annexe C, que je viens de négocier verbalement avec Monsieur Kaneshiro en votre nom, la clause d'exclusion a été suspendue. Peut-être devriez-vous lire les documents de votre propre entreprise avant de crier. Les 3 cadres fraîchement arrivés restèrent figés. Ils se regardèrent, confus. Négocier l'annexe C. De quoi parlait cette femme de ménage? Assez. Le rugissement de Rodolphe de Villeneuve fit trembler les vitres de la pièce. Le vieux milliardaire se leva lentement, s'appuyant des 2 mains sur la table. Sa voix, rauque et chargée d'une fureur contenue, ne s'adressait pas à la femme, mais à ses propres cadres. Si l'un de vous, parasite incompétent, ose encore lever la voix sur cette femme, je m'assurerai personnellement qu'il ne retrouve plus jamais de travail, pas même pour servir du café dans cette ville. C'est clair? Fabien déglutit bruyamment. Les 3 autres cadres acquiescèrent, pâles et muets,
incapable de comprendre pourquoi le grand patron défendait la femme de ménage. Rodolphe contourna lentement la grande table de réunion. Ses mocassins italiens ne faisaient aucun bruit. Il s'arrêta à 2 mètres d'Isabelle. Pour la première fois depuis des décennies, Rodolphe de Villeneuve, l'homme qui faisait trembler les ministres de l'économie, se sentit intimidé. « Qui êtes-vous » demanda Rodolphe, son ton dépouillé de toute arrogance, remplacé par une curiosité authentique et profonde. Isabelle ne scia pas. Elle prit son flacon d'atomiseur, l'accrocha au bord de son chariot gris et jeta le chiffon humide dans un seau. Elle retira ses lourds gants jaunes d'un mouvement sec, révélant des mains fines marquées par le travail dur, mais aux mouvements élégants. « Je suis l'employé numéro 428, monsieur de Villeneuve. Mon service se termine dans 10 minutes et je dois encore désinfecter les toilettes du 7e étage. Avec votre permission. » Sans attendre de réponse, Isabelle saisit la poignée de son chariot et le poussa. Les roues en plastique grincèrent légèrement sur le marbre alors qu'elle se dirigeait vers la porte, passant au milieu des 4 cadres en costume qui s'écartèrent sur son passage, comme si elle était la propriétaire de l'immeuble. Rodolphe la regarda disparaître dans le couloir. Son cœur battait avec une force qu'il n'avait pas ressentie depuis sa jeunesse. Cette femme n'avait pas seulement sauvé sa fortune, elle venait de briser sa vision du monde. « Monsieur de Villeneuve », murmura Fabien, terrifié. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Rodolphe ne le regarda même pas. Ses yeux restaient fixés sur la porte vide. « Annulez mon agenda », ordonna-t-il d'une voix de glace. « Et dites à mon assistante que je veux cette femme dans mon bureau privé immédiatement. » La dignité ne s'achète pas. Le bureau de la présidence, au 50e étage, était un temple dédié au pouvoir. Des murs habillés de boiseries en noyer, une vue panoramique dominant tout Paris, et des œuvres d'art originales qui coûtaient plus cher que les maisons de tous les employés de l'immeuble réunis. C'était un lieu conçu pour faire se sentir minuscule n'importe quel visiteur. Rodolphe se tenait debout devant l'immense baie vitrée, les mains croisées dans le dos, attendant. Le bruit de la lourde porte en chêne qui s'ouvrit le fit se retourner. Isabelle entra. Elle n'avait pas retiré son tablier blanc ni son uniforme bleu. Ses chaussures à semelles en caoutchouc foulèrent le tapis persan importé, sans la moindre hésitation. Sa posture était droite, son menton haut. Elle ne regarda pas les peintures, ni la vue sur la ville, ni les meubles de luxe. Elle regarda directement Rodolphe dans les yeux. « Vous m'avez fait appeler monsieur de Villeneuve. » Rodolphe marcha vers son immense bureau en acajou et s'assit dans son fauteuil de cuir noir. Il lui fit un geste de la main vers les sièges d'invités. « Assieds-toi, s'il te plaît. Je préfère rester debout. Mon temps de pause est limité. » Rodolphe laissa échapper un petit rire sec, mélange d'incrédulité et de frustration. Ce ton défiant le désarmait. Il était habitué à la soumission absolue. « Très bien, allons droit au but alors, » dit Rodolphe en ouvrant le tiroir supérieur de son bureau. Il en sortit un épais chéquier relié en cuir et un stylo-plume en or massif. « Ce que tu as fait là, bas, était extraordinaire. Tu as sauvé cette entreprise. Tu as sauvé les fonds de pension de milliers de personnes. Mes inutiles de directeurs étaient sur le point de faire couler le navire et tu l'as remis à flot. J'ai fait une recherche rapide sur toi pendant que tu montais. Je sais que tu t'appelles Isabelle Courtois. » Isabelle ne scia pas. Elle resta silencieuse, attendant la suite. « Isabelle, je ne suis ni aveugle ni stupide, » continua Rodolphe en dévissant le capuchon de son stylo d'or. « Je sais reconnaître le talent lorsqu'il me frappe en plein visage. Je ne sais pas pourquoi une femme avec ton niveau de préparation, avec cette maîtrise linguistique et cette compréhension du droit international, nettoie des toilettes dans mon entreprise, et franchement, ton passé m'importe peu. C'est ton avenir qui m'intéresse. » Rodolphe commença à écrire sur le chèque. Le grattement de la plume d'or sur le papier était le seul son dans l'immense bureau. « Je t'offre le poste de directrice des relations internationales. Je licencierai Fabien dès aujourd'hui s'il le faut. Tu auras ton propre bureau à cet étage, une voiture de fonction, une mutuelle privée avec couverture totale et un salaire de départ qui, disons que tu n'auras plus jamais à toucher un chiffon humide de ta vie. » Rodolphe détacha le chèque du carnet, le fit glisser sur la surface polie du bureau jusqu'à ce qu'il s'arrête devant elle. C'était un chèque en blanc, déjà signé par lui. Il ne manquait plus qu'elle y inscrivît le montant, un passe-droit direct pour l'élite, un ticket de loterie gagnant remis sur un plateau d'argent. « Inscris le chiffre que tu juges juste pour avoir sauvé mon empire, » dit Rodolphe en se rhabillant dans son siège avec un sourire satisfait, sûr d'avoir rétabli l'ordre naturel des choses. L'argent, en fin de compte, finissait toujours par tout arranger. Isabelle regarda le chèque, puis regarda Rodolphe. Son visage ne montra ni soulagement, ni gratitude,
ni même de la surprise. Il afficha une tristesse profonde et déchirante. Lentement, Isabelle avança la main et prit le morceau de papier. Rodolphe sourit encore plus, s'attendant à l'inévitable « Merci, monsieur ». Mais, au lieu de le ranger, les doigts d'Isabelle se serrèrent sur les bords du papier et, d'un mouvement ferme, sans détacher son regard des yeux du milliardaire, elle le déchira en deux. Le bruit du papier déchiré résonna dans le bureau comme un coup de feu. Rodolphe sursauta sur son siège, son sourire effacé d'un coup. « Qu'est-ce que tu fabriques » s'exclama-t-il, stupéfait. « Tu viens de déchirer ta planche de salut. Je te donne la vie que tu mérites. » Isabelle laissa tomber les 2 morceaux du chèque sur le bureau en acajou. Ils tombèrent comme des feuilles mortes. « Vous pensez que le monde entier a une étiquette de prix, n'est-ce pas, monsieur de Villeneuve ?» La voix d'Isabelle était un murmure dense, chargé d'une douleur si ancienne que le sang de Rodolphe se glaça. « Vous pensez que parce que vous portez un costume en soie italienne, vous pouvez acheter la dignité de ceux qui s'habillent en coton. Je t'offre le respect, cria Rodolphe, se levant, offensé jusqu'au plus profond de ses os. Vous m'offrez un pot de vin pour nettoyer votre propre conscience et votre ego blessé, répliqua Isabelle en faisant un pas vers le bureau, sa présence remplissant soudainement toute la pièce. Aujourd'hui, j'ai parlé pour vous dans cette salle. Je l'ai fait parce que j'ai vu sur l'écran les rapports des usines. J'ai vu que si cet accord tombait, 3000 ouvriers âgés perdraient leur retraite à cause de la pure incompétence de vos cadres nés avec une cuillère d'argent dans la bouche. J'ai parlé pour eux, pas pour vous. Rodolphe resta sans voix, paralysé par la force morale de cette femme. Je ne travaille pas pour vous, monsieur de Villeneuve. Je nettoie vos sols. Oui, mais mon âme ne vous appartient pas. Ma voix vient de sauver votre entreprise, vos millions et votre prestige. Isabelle se pencha légèrement en avant, posant ses mains sans gants sur le bord du bureau, approchant son visage de celui du magnat. Ses yeux brillaient de larmes contenues, mais sa voix ne trembla pas. Mais tout l'argent de votre chéquier ne pourra pas sauver ma famille de ce que vous lui avez fait. Le silence qui s'abattit sur la pièce fut étouffant. Rodolphe sentit le sol se dérober sous ses pieds. « De quoi? De quoi parles-tu » balbutia Rodolphe, son arrogance complètement évaporée. « Qu'est-ce qu'on t'a fait » Isabelle se redressa, son regard redevint de glace. « Gardez votre argent pour ceux qui n'ont pas de mémoire, monsieur de Villeneuve. Moi, je n'oublie pas. » Isabelle fit demi-tour et marcha vers la porte en chaîne. Elle ne regarda pas en arrière. Elle sortit du bureau en fermant doucement derrière elle, laissant l'homme le plus puissant de la ville complètement seul, terrorisé par un fantôme de son propre passé qui venait de se réveiller. Après le départ de la femme invisible, les 2 morceaux du chèque gisaient toujours sur le bureau en acajou. Rodolphe de Villeneuve, l'homme qui contrôlait le destin de milliers de familles d'une seule signature, ne pouvait détacher son regard de ce papier déchiré. C'était un morceau de papier inutile désormais, mais il pesait sur sa conscience comme une pierre tombale en granit. L'écho des paroles d'Isabelle résonnait encore sur les murs en noyer de son bureau. « Tout l'argent de votre chéquier ne pourra pas sauver ma famille de ce que vous lui avez fait. » Rodolphe serra les poings jusqu'à faire craquer ses articulations. Il décrocha le téléphone de la ligne sécurisée, celle qui ne passait pas par les secrétaires et ne laissait aucune trace sur les serveurs de l'entreprise. Il composa 3 chiffres, « Bertillon dans mon bureau, tout de suite », et apporte tout le matériel de traçage de données. Moins de 5 minutes plus tard, la lourde porte en chaîne s'ouvrit pour laisser passer un homme en costume gris foncé, au visage marqué et aux yeux froids et analytiques. Arthur Bertillon était le chef de l'intelligence corporative de Rodolphe, un ancien agent des services de renseignement de l'État, expert pour déterrer les secrets les plus sombres de la concurrence et des employés. Si quelqu'un respirait à Paris, Bertillon savait à quel rythme il le faisait. « Je veux absolument tout savoir sur l'employé de ménage numéro 428, ordonna Rodolphe sans préambule, faisant pivoter son fauteuil face à son chef de sécurité. Elle s'appelle Isabelle Courtois. Je ne veux pas d'un rapport des ressources humaines. Je veux sa vie entière étalée sur cette table. Qui est-elle? D'où vient-elle? Qui aime-t-elle? Qui déteste-t-elle? Et surtout, pourquoi me déteste-t-elle, moi ?» Bertillon acquiesça en silence. Il ouvrit une mallette noire sur une table basse, en sortit une tablette cryptée et commença à taper avec une vitesse mécanique. Le bureau plongea dans un silence tendu, seulement troublé par la respiration agitée de Rodolphe, qui marchait de long en large, comme un lion en cage. 20 minutes passèrent, puis 30. Bertillon fronçait de plus en plus les sourcils, faisant glisser son doigt sur l'écran avec une perplexité évidente. « Monsieur de Villeneuve, cela n'a aucun sens », murmura enfin Bertillon,
levant les yeux avec une expression de confusion sincère sur son visage endurci. Les données des ressources humaines indiquent que c'est une femme veuve de 34 ans, titulaire d'un niveau baccalauréat, embauchée il y a 1 an par l'agence de nettoyage externe pour l'équipe de nuit et les week-ends. Ne me lis pas le conte de fées de l'agence, s'emporta Rodolphe en frappant le bureau de la paume de la main. Cette femme vient de négocier une fusion de 1 milliard d'euros dans 4 langues différentes, avec la fluidité d'un ambassadeur. Elle a détruit mes vice-présidents en 2 phrases de droit international des affaires. Cherche plus profondément, Arthur. Bertillon déglutit et connecta la tablette à l'écran géant du mur. Ses doigts volèrent sur le clavier virtuel, contournant les pare-feux nationaux pour accéder à des bases de données internationales. L'écran clignota en noir pendant quelques secondes avant de se remplir de documents scannés, de photos de presse et de registres diplomatiques avec des sceaux officiels. « Mon Dieu !» murmura Bertillon, en reculant d'un pas. Rodolphe s'arrêta net. Ses yeux se fixèrent sur l'écran. Il n'y avait pas de photo d'une femme avec des gants jaunes ou un tablier blanc. L'image principale qui dominait l'écran montrait Isabelle Courtois, il y a à peine 5 ans, vêtue d'un élégant tailleur noir de coupe impeccable. Elle portait ses cheveux lâchés, affichait une posture d'autorité absolue et portait autour du cou un badge bleu avec l'emblème des Nations Unies. Elle était assise juste derrière le secrétaire général au siège de Genève, en Suisse, lui murmurant à l'oreille lors d'un sommet international pour la paix. « Isabelle Courtois n'est pas une femme de ménage, monsieur de Villeneuve », dit Bertillon d'une voix légèrement tremblante en lisant le dossier classifié. Elle a été la chef des interprètes du Haut Commissariat en Europe. Elle parle 8 langues au niveau de langue maternelle. Elle est titulaire de 2 masters en droit international et en résolution de conflits. En 2019, la revue Global Diplomacy l'a désignée comme l'un des esprits jeunes les plus brillants de la médiation politique. Son salaire annuel dépassait le demi-million d'euros. Rodolphe sentit l'air quitter la pièce. Il se laissa tomber lentement dans son fauteuil en cuir, incapable de combler le gouffre qui séparait la femme de la photographie de l'employé qui nettoyait la table du conseil. « Que s'est-il passé ?» demanda Rodolphe d'un filet de voix, la terreur commençant à lui serrer la gorge. Quelqu'un avec ce pouvoir, avec ce niveau d'influence, ne finit pas par frotter des cuvettes à la défense par plaisir. Un scandale politique, une fraude, ils l'ont licencié. Bertillon secoua la tête, ses yeux parcourant rapidement les registres bancaires et migratoires qui apparaissaient en cascade sur son écran. Non, elle a démissionné. Du jour au lendemain, elle a abandonné Genève au sommet de sa carrière. Elle a vendu sa maison en Suisse. Elle a liquidé ses comptes d'investissement, a même vendu sa voiture. Tout l'argent a été transféré sur des comptes médicaux en France. Puis elle a disparu des radars professionnels. On ne trouve plus que des petits boulots informels, payés en espèces, jusqu'à ce qu'elle accepte ce poste de ménage dans notre immeuble il y a 12 mois. Rodolphe se pencha en avant, posant les coudes sur son bureau, sentant un frisson lui parcourir l'échine. L'image d'Isabelle déchirant le chèque en blanc lui revint à l'esprit. Maintenant, il comprenait pourquoi l'argent ne lui importait pas. Elle avait déjà eu ce monde, elle avait déjà connu le luxe, le pouvoir et le prestige, et elle avait tout jeté. L'argent est allé sur des comptes médicaux, répéta Rodolphe en faisant les liens, l'anxiété lui serrant la poitrine. Bertillon cherche les dossiers de l'hôpital, cherche sa famille, qu'est-ce qui l'a obligé à se cacher dans l'ombre, et pourquoi m'a-t-elle accusé moi? Bertillon tapa frénétiquement. L'écran afficha un certificat de décès. Son mari est décédé il y a 4 ans, un accident de voiture. Mais ce n'est pas cela qui l'a ruiné financièrement. Il y a quelqu'un d'autre? L'image à l'écran changea. Apparut une photographie clinique d'une petite fille d'à peine 7 ans branchée à un respirateur artificiel. « Sa fille », annonça Bertillon d'un ton sombre. « Préparez la voiture, monsieur de Villeneuve. Je pense que vous devez voir cela de vos propres yeux. Le poids d'une mère. » La pluie tombait sans pitié sur le pare-brise de la berline blindée de Rodolphe de Villeneuve. Il était presque minuit et le véhicule était garé dans la pénombre d'une rue étroite et mal pavée de la banlieue parisienne, à un monde de distance du verre et de l'acier du quartier financier. Depuis le siège arrière, dissimulé par les vitres teintées, Rodolphe regardait fixement la façade décrépite d'une petite clinique publique. Le majestueux milliardaire, habitué aux projecteurs et au confort obscène, avait la nausée. L'odeur d'humidité et de désespoir semblait traverser le blindage de la voiture. À ses côtés, Bertillon tenait un dossier cartonné usé. « C'est ici », dit le chef de sécurité à voix basse. « La petite s'appelle Hélène. Elle a 7 ans. Elle souffre d'une maladie auto-immune, dégénérative et extrêmement rare. Le traitement ne la guérit pas.
mais la maintient en vie et stoppe la douleur. C'est un cocktail de médicaments expérimentaux qui coûte des milliers d'euros par semaine. Rodolphe ne répondit pas. Ses yeux étaient rivés sur les portes vitrées de la clinique. Soudain, les portes s'ouvrirent. La silhouette d'Isabelle Courtois apparut sous la lumière blafarde d'un réverbère défectueux. Elle ne portait plus son tablier blanc ni ses gants jaunes, mais portait toujours le pantalon bleu, usé de l'uniforme d'entretien. Elle portait une vieille veste pour se protéger du froid et, serrée contre sa poitrine, portant tout son poids, elle tenait sa fille. La petite Hélène était enveloppée dans une couverture épaisse. Son visage pâle reposait sur l'épaule de sa mère. Du bras de l'enfant sortait un petit tube en plastique relié à une bouteille d'oxygène portable qu'Isabelle traînait de son autre main libre, la faisant rouler sur les flaques d'eau du trottoir avec une difficulté déchirante. La femme qui, quelques heures plus tôt, avait fait plier les titans de la finance mondiale par son intellect implacable, luttait maintenant sous la pluie pour maintenir sa fille en vie. Son visage était contracté par une fatigue extrême, son corps courbé sous le poids d'une tragédie interminable. Rodolphe sentit un nœud lui serrer la gorge, une douleur physique qui l'obligea à porter la main à sa poitrine. Jamais de sa vie il n'avait vu un amour aussi féroce et en même temps si durement éprouvé. Il vit Isabelle s'arrêter une seconde sous la pluie pour réajuster la couverture de sa fille, lui baisant le front fiévreux, lui murmurant des mots à l'oreille qu'il ne pouvait pas entendre, mais qui irradiaient une tendresse à fendre le cœur. La liquidation de ses biens en Suisse a tout juste couvert la première année de traitement d'urgence, et les opérations initiales, continua Bertillon en lisant le dossier à la lueur du plafonnier. Lorsqu'elle s'est retrouvée sans fonds, elle s'est tournée vers la police d'assurance complémentaire santé, que son défunt mari avait payé religieusement pendant 15 ans. Une police d'assurance haut de gamme conçue précisément pour des tragédies catastrophiques comme celle-ci. Rodolphe détacha son regard de la fenêtre et regarda son chef de sécurité. L'humidité dans ses yeux trahissait que l'armure du vieux chef d'entreprise commençait à se fissurer. Si elle avait une assurance haut de gamme, pourquoi travaille-t-elle comme âge de ménage? Pourquoi est-elle dans cette clinique publique qui tombe en ruine? Demanda Rodolphe, la voix tremblante d'indignation. Cette police d'assurance aurait dû tout couvrir. Elle aurait dû les sauver. Bertillon referma lentement le dossier. Le bruit du carton qui se rabat fut sec et définitif. Il leva les yeux et plongea son regard dans celui de Rodolphe. Il n'y avait aucune compassion dans le regard du chef de sécurité, seulement le poids froid de la vérité. L'assurance n'a pas payé, monsieur de Villeneuve. La compagnie d'assurance a activé une clause abusive, un point de détail juridique sur des maladies congénitales non déclarées que les propres médecins de l'assureur ont manipulé pour classifier la maladie de la fillette comme préexistante. Ils ont rejeté la couverture, lui ont refusé les médicaments, l'ont entraîné dans un procès de 2 ans pour l'épuiser financièrement jusqu'à ce qu'Isabelle n'ait plus un centime pour payer les avocats. Ils l'ont obligée à quitter l'hôpital privé. Ils l'ont condamnée à voir sa fille mourir lentement dans la pauvreté. Rodolphe sentit son sang bouillir. L'injustice le répugnait. C'était un homme d'affaires dur, impitoyable parfois, mais il exécrait l'escroquerie. « Ces salauds !» rugit Rodolphe dans l'obscurité de la voiture, frappant le siège en cuir. « Ils ont détruit une famille par pure cupidité. Donne-moi le nom de cet assureur, Bertillon. Je vais mobiliser tous mes avocats. Je vais écraser ses dirigeants. Je vais faire en sorte qu'ils paient à cette femme jusqu'au dernier centime qu'ils lui ont volé. Donne-moi le maudit nom de cette entreprise. » Bertillon ne s'y a pas. L'obscurité du véhicule semblait devenir encore plus dense, étouffante. Le chef de sécurité déglutit, hésitant pour la première fois de la nuit. « Dites-moi le nom, Bertillon. C'est un ordre. » Bertillon prit une profonde inspiration. « Horizon Assurance, monsieur. » Le nom flotta dans l'air froid de l'habitacle. Le cœur de Rodolphe s'arrêta. Le battement frénétique de son indignation s'éteignit d'un coup, remplacé par un silence sépulcral, un vide absolu qui l'aspira vers le centre de la terre. Ses yeux s'ouvrirent démesurément dans la pénombre. Sa respiration se coupa. Rodolphe de Villeneuve connaissait ce nom. Il le connaissait mieux que sa propre date de naissance. Il le connaissait parce qu'il était gravé en lettres de bronze dans le hall de l'immeuble dont il était le propriétaire absolu. Horizon Assurance n'était pas n'importe quelle compagnie, c'était la filiale la plus rentable de son propre empire. « Non », murmura Rodolphe, la terreur lui paralysant les cordes vocales, le sang quittant son visage de vieil homme. « Non, ce n'est pas possible. L'ordre de refus de la police d'assurance de la famille Courtois porte une signature d'autorisation de niveau exécutif maximal. Monsieur de Villeneuve,
La voix de Bertillon n'était plus qu'un murmure implacable qui martelait la conscience de Rodolphe. Il a été approuvé il y a 4 ans, lors de la campagne agressive d'optimisation des ressources et de rejet des sinistres à coûts élevés qui a sauvé notre filiale de la faillite. Bertillon fit glisser une photocopie sous la liseuse du toit de la voiture. C'était le document de rejet médical qui avait condamné la petite Hélène à l'agonie et Isabelle à la ruine totale. Au bas de la page, autorisant l'ordre qui avait détruit le monde de cette mère, figurait une signature reconnaissable entre toutes, tracée d'un trait ferme à l'encre noire. C'était la signature de Rodolphe de Villeneuve. Le coup au cœur, le bruit de la pluie frappant le toit blindé de la voiture était devenu un martèlement assourdissant. La feuille de papier photocopiée tremblait entre les doigts ridés de Rodolphe de Villeneuve. La lumière jaunâtre du plafonnier éclairait les traits d'encre noire qui formaient son propre nom, Rodolphe de Villeneuve, président du conseil, approuvé. Cette signature, cette stupide, rapide et irréfléchie signature d'il y a 4 ans. Rodolphe ferma les yeux de toutes ses forces, sentant l'oxygène de l'habitacle s'épuiser soudainement. Une nausée profonde, sombre et viscérale, monta de son estomac jusqu'à sa gorge. Soudain, un souvenir fugace et venimeux lui traversa l'esprit. Il se rappelait parfaitement l'après-midi où il avait signé ce document. Il était dans son bureau en acajou, buvant un vieux cognac de 30 ans d'âge, entouré de conseillers financiers qui l'applaudissaient. Il lui avait présenté une stratégie appelée « protocole de maîtrise des risques ». Il lui avait dit que la filiale médicale perdait des millions à cause de polices d'assurance à haut risque. Il lui avait remis une pile de 300 dossiers, 300 noms, 300 réductions de dépenses. Il n'avait pas lu un seul historique médical. Il n'avait posé de questions sur aucune famille. Il avait simplement pris son stylo plume d'or massif, le même qu'il avait utilisé quelques heures plus tôt pour tenter d'acheter Isabelle, et avait signé l'ordre de rejet collectif. Pour lui, à ce moment-là, ce n'était que des chiffres rouges sur une feuille de calcul qui devait devenir noire. « Monsieur » rompit Bertillon, sa voix grave dépouillée de sa froideur habituelle. « Désirez-vous que je vous ramène chez vous ?» Rodolphe ouvrit les yeux. Des larmes lourdes et chaudes commencèrent à couler sur ses joues ridées. Le grand magnat, le loup de la défense, l'homme qui n'avait pas pleuré même à l'enterrement de sa propre épouse parce que pleurer était pour les faibles, s'effondra complètement sur le siège arrière de sa voiture de luxe. « C'est moi qui l'ai tué, Arthur », murmura Rodolphe, la voix brisée par un sanglot étouffé. « Cette petite fille est en train de mourir et j'ai signé sa sentence. J'ai obligé cette femme brillante à nettoyer mes sols. J'ai construit cet empire sur le sang de sa fille. » Dehors, à travers la vitre teintée, Rodolphe vit Isabelle monter dans un vieux taxi délabré sous la tempête. Elle tenait la petite Hélène serrée contre sa poitrine, la protégeant du vent glacé de son propre corps, tout en hissant la lourde bouteille d'oxygène d'une main. Le taxi démarra, se perdant dans l'obscurité des rues inondées. Ce n'était pas une attaque personnelle, Monsieur de Villeneuve tenta de raisonner Bertillon, bien qu'il semblât lui-même dégoûté. C'était une décision d'entreprise, une négligence systémique. Vous ne saviez pas qui ils étaient. C'est exactement cela le problème, rugit Rodolphe en frappant le dossier du siège avant du poing. Je ne me suis pas soucié de le savoir. J'ai été un lâche caché derrière un bureau. Rodolphe se prit le visage dans les mains, se frottant les yeux avec désespoir. L'image d'Isabelle déchirant le chèque en blanc quelques heures plus tôt ne lui paraissait plus un acte d'orgueil incompréhensible, elle lui apparaissait comme l'acte de miséricorde le plus grand que quelqu'un eût jamais eu envers lui. Elle savait parfaitement qui il était, elle savait qu'elle nettoyait le bureau du bourreau de sa famille. Et pourtant, cet après-midi-là, alors qu'il était sur le point de tout perdre face au consortium japonais, elle ne l'avait pas laissé sombrer. Elle avait pris le micro et l'avait sauvé. Elle avait payé sa cruauté par une leçon de noblesse qui le détruisait de l'intérieur. « Démarre, Bertillon », ordonna Rodolphe en baissant les mains. Son visage avait changé, la tristesse paralysante avait fait place à une détermination féroce. Une étincelle qui ne s'était pas allumée dans ses yeux depuis plus de 20 ans. « Vers votre hôtel particulier, monsieur ? Non. Appelle les ressources humaines tout de suite. Réveille le directeur s'il le faut. Je veux que tu t'assures que l'employé numéro 428 soit à son poste demain matin au siège. Ensuite, contacte tous les membres du conseil d'administration et les vice-présidents. Tous, surtout Fabien Mongrand. » Bertillon regarda dans le rétroviseur en fronçant les sourcils. « À cette heure-ci, il est 1h du matin, monsieur. Pourquoi les voulez-vous ? Convoque-les à 8h pile dans la salle du conseil principal. » Trancha Rodolphe, sa voix coupant l'air froid comme une lame d'acier. « Le mensonge est terminé.
Je vais brûler mon propre château avant de permettre que cet enfant paie pour mes péchés. La confrontation dans la salle du conseil. Il était 8h15. La lumière du soleil filtrait à travers les immenses baies vitrées du 50e étage, illuminant la luxueuse salle de réunion. L'ambiance était radicalement différente de celle de la veille. Les jeunes vice-présidents, vêtus de costumes sur mesure impeccables, buvaient des cafés de spécialité et riaient à voix basse. Fabien Mongrand, l'arrogant directeur des opérations, était appuyé contre le bord de la table en acajou, se vantant. « Je vous dis que le vieux a eu de la chance », disait Fabien en ajustant le bouton de sa manche. Cette fille du ménage a sûrement travaillé dans un hôtel pour touristes et a appris 4 phrases par cœur. Écoutez, au final, l'accord avec Kaneshiro a été signé. Les bonus sont assurés et nous nous en sortons propres. Ce n'était qu'une petite frayeur. Cet après-midi, j'enverrai les ressources humaines licencier la boniche. Nous ne pouvons pas avoir des gens du service qui interrompent des protocoles internationaux. Cela donne une mauvaise image. Les rires complices des 3 autres cadres s'éteignirent d'un coup lorsque les doubles portes s'ouvrirent. Rodolphe de Villeneuve entra dans la salle. Il ne portait pas son costume habituel d'un bleu éclatant, il portait une veste sombre, sans cravate, la chemise légèrement ouverte au col. Il marchait lentement, traînant un peu les pieds. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en une seule nuit. Ses yeux étaient cernés, rougis et chargés d'une lourdeur sombre. Derrière lui marchait Arthur Bertillon, qui verrouilla les portes. Fabien se redressa immédiatement, adoptant une posture servile. « Bonjour, monsieur de Villeneuve. Nous étions justement en train de commenter le succès retentissant de la fusion d'hier. J'ai déjà préparé le communiqué de presse pour... »« Tais-toi, Fabien, et assieds-toi » l'interrompit Rodolphe. Sa voix n'était pas un cri, mais elle avait une texture si rugueuse et autoritaire que Fabien déglutit et obéit à l'instant. Les autres cadres s'assirent en silence, échangeant des regards nerveux. Rodolphe se dirigea vers le bout de la table. Il ne s'assit pas. Il sortit une enveloppe Kraft de sa poche intérieure et la laissa tomber sur la surface d'acajou. « Faites entrer l'invité », dit Rodolphe, regardant vers la porte latérale. La porte s'ouvrit et le silence dans la pièce devint absolu. C'était Isabelle Courtois. Elle portait exactement la même blouse bleue, aux détails blancs que la veille. Ses cheveux étaient toujours rassemblés dans ce chignon strict. Elle portait son tablier blanc noué à la taille et à ses mains brillaient les gants en caoutchouc jaune caractéristiques, encore humides d'avoir nettoyé les vitres du couloir extérieur quelques secondes avant d'être appelé. Fabien fronça les sourcils avec dégoût, se sentant insulté par sa présence. « Monsieur de Villeneuve, avec tout le respect que je vous dois, que fait cette femme ici à nouveau ? C'est une réunion de direction fermée. » Rodolphe ignora son directeur. Il garda les yeux fixés sur Isabelle. Elle s'arrêta à 3 mètres de la table. Sa posture était droite, digne, mais ses yeux trahissaient l'extrême fatigue d'une nuit blanche à l'hôpital. « Isabelle » commença Rodolphe. La voix du vieux milliardaire trembla. C'était un son étrange, anormal dans cette pièce où il imposait toujours la terreur. « Hier soir, je t'ai suivi. » Isabelle serra la mâchoire. Elle ne montra aucune peur, seulement une froide méfiance. « Je suis allé à la clinique », continua Rodolphe en faisant un pas vers elle, ignorant les visages stupéfaits de ses cadres. « J'ai vu ta fille, j'ai vu Hélène, et j'ai vu les documents. » Rodolphe prit l'enveloppe Kraft, en sortit la photocopie du rejet médical et la fit glisser sur l'immense table jusqu'à ce qu'elle s'arrêtât devant Fabien et les autres vice-présidents. « Je veux que vous regardiez ce papier », ordonna Rodolphe. « C'est le protocole de maîtrise des risques que vous m'avez recommandé il y a 4 ans. L'ordre que j'ai signé, celui qui a laissé une fillette de 3 ans sans son traitement vital à cause d'un stupide point de détail juridique, tout cela pour que notre filiale affiche un maudit 3% de marge bénéficiaire en plus au trimestre. » Fabien regarda le papier et pâlit. Les autres détournèrent le regard, mal à l'aise. « Monsieur de Villeneuve » balbutia Fabien, tentant de reprendre le contrôle. « C'était il y a des années. Ce n'est qu'une réduction de dépenses d'entreprise. Ce sont les affaires. Nous ne savions pas. »« Tais-toi » hurla Rodolphe, frappant la table avec tant de force que les tasses de café s'entrechoquèrent. « Cette femme que tu as en face de toi, celle qui hier t'a sauvé la mise en humiliant dans 4 langues, a perdu sa vie entière à cause de nos maudites affaires. » Rodolphe se tourna vers Isabelle. L'homme le plus riche de la ville pleurait devant ses employés. « Isabelle, je n'ai pas de mots. J'ai été un monstre en costume. Je me suis assis sur ce trône en me prenant pour un dieu intouchable, signant le destin de vies humaines sans regarder les visages. Hier, tu as détruit mon orgueil. Hier soir, tu as brisé mon âme. Je veux te demander pardon devant eux tous. Je t'en supplie,
Laisse-moi réparer cela. Je paierai la clinique. Je ferai venir les meilleurs spécialistes du monde. Je te rendrai tout. Rodolphe fit un autre pas vers elle, presque suppliant, mais Isabelle ne recula pas. Elle ne se laissa pas émouvoir par les larmes du magnat. Elle leva la main droite, le gant de caoutchouc jaune crissant légèrement, et d'un mouvement sec, implacable, elle pointa son index directement vers le visage de Rodolphe de Villeneuve. Son expression était fière, inébranlable, telle une statue de la justice réclamant sa dette. Les cadres au fond retinrent leur respiration, stupéfaits devant l'audace de la femme de ménage. « Vous ne comprenez rien, monsieur de Villeneuve. » La voix d'Isabelle résonna dans la pièce, vibrant d'une colère accumulée pendant des années de désespoir. Vous croyez que le pardon s'achète avec un virement bancaire. Vous croyez que pleurer devant vos complices efface le mal. Isabelle fit un pas en avant, son doigt toujours pointé comme une arme chargée vers la poitrine du milliardaire. Quand vous avez signé ce papier, vous n'avez pas fait une réduction de dépenses. Vous avez éteint la lumière dans les yeux de ma fille. Vous nous avez condamnés à dormir sur des chaises en plastique dans les couloirs d'hôpitaux publics, à écouter d'autres enfants mourir par manque de ressources. Vous m'avez obligé à vendre jusqu'à l'alliance de mon défunt mari pour acheter de la morphine au marché noir. La salle était pétrifiée. Personne ne sciait. Rodolphe ressentait chaque mot comme un poignard enfoncé dans ses côtes. « Hier, je vous ai sauvé », continua Isabelle en baissant le doigt, mais gardant un regard de feu qui réduisait en cendres tous ceux présents dans la pièce. « Mais je ne vous ai pas sauvé, vous. J'ai sauvé les ouvriers innocents qui ne méritaient pas de payer pour la bêtise et la cupidité qui se respirent à cette table. Vous n'êtes pas des dirigeants d'entreprise. Vous êtes des lâches avec des calculatrices qui jouent à Dieu avec la douleur des autres. » Isabelle retira ses gants jaunes avec force et les jeta sur le papier qui portait la signature de Rodolphe. Le bruit du caoutchouc humide s'écrasant contre le document résonna comme un coup de tonnerre. « Gardez votre pardon, Rodolphe. Ma fille n'a pas besoin de vos larmes. Elle a besoin des médicaments que vous lui avez volés. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai des sols à laver. Car contrairement à vous tous dans cette pièce, moi, je gagne ma vie avec dignité. » Isabelle fit demi-tour pour s'en aller. « Attends !» cria Fabien, se levant d'un bond, rouge de colère et d'indignation, incapable de supporter qu'une employée de ménage leur parlât de la sorte. « Ça suffit, insolente, tu es licenciée. Sécurité, sortez-la d'eux. » La voix de Fabien fut coupée net par un nouvel ordre de Rodolphe, un rugissement sauvage qui fit écho contre les parois de verre. « Elle n'est pas licenciée, Fabien. » Rodolphe se redressa de toute sa hauteur, ses yeux injectés de sang, regardant son directeur des opérations avec un dégoût infini. « C'est toi qui es licencié. » La révolte des ombres. Le silence dans la salle du conseil fut si aigu qu'il semblait couper l'air. Fabien Mongrand cligna des yeux 3 fois, son visage passant d'un rouge furieux à une pâleur cadavérique. Sa respiration se bloqua dans sa gorge. Les 3 autres vice-présidents se recroquevillèrent sur leur siège, terrorisés par l'explosion du vieux patron. « Quoi? Qu'est-ce que vous venez de dire, monsieur de Villeneuve ?» balbutia Fabien, tentant de forcer un sourire nerveux qui ressemblait plus à une grimace de douleur. « Je suis le directeur des opérations. C'est moi qui ai structuré la fusion d'hier. Vous ne pouvez pas me licencier pour une altercation avec une simple employée de... »« J'ai dit que tu étais viré, pauvre type », rugit Rodolphe, sa voix faisant vibrer les épaisses vitres de la fenêtre panoramique. « Rassemble tes affaires, rends ton téléphone de fonction, tes clés et ton badge d'accès, et remercie le ciel que je ne te jette pas moi-même par cette fenêtre. » Fabien regarda les autres cadres en quête de soutien, mais tous détournèrent les yeux. La panique s'empara de lui. Son arrogance s'effondra, révélant le lâche qu'il était en réalité. « Vous êtes devenu fou !» cria Fabien en reculant vers le mur, pointant Rodolphe d'un doigt tremblant. « Vous détruisez votre propre entreprise pour le caprice d'une femme de ménage. Le conseil d'administration ne le permettra pas. Je sais trop de choses, Villeneuve. Je connais les chiffres réels de la filiale médicale. » Rodolphe ne s'illia pas devant la menace. Au contraire, une étrange sérénité, lourde et létale, descendit sur lui. Il se redressa, boutonnant sa veste d'un geste lent et précis. « Tu as raison, Fabien. Tu connais les chiffres. Tu connais les polices d'assurance annulées illégalement. Tu connais les pots de vin versés aux auditeurs pour classifier des maladies congénitales comme préexistantes. » Rodolphe se tourna vers son chef de sécurité, qui observait la scène depuis la porte avec une expression de marbre. « Bertillon. »« Oui, monsieur. Je veux que tu descendes aux serveurs centraux immédiatement. Extrais tous les courriels, les comptes rendus de réunion et les signatures numériques liées au protocole de maîtrise des risques.
Tout, sans cryptage. Les vice-présidents bondirent de leur siège comme s'ils avaient touché du feu. Le chaos éclata dans la pièce. Monsieur de Villeneuve, pour l'amour de Dieu, supplia le vice-président financier, qui suait à grosses gouttes en se prenant la tête à deux mains. Si ces documents sont divulgués, le parquet va tous nous inculper. Nous irons en prison. Cela détruira la valeur des actions, elle tombera à zéro. Alors appelez vos avocats et préparez vos valises, trancha Rodolphe avec une froideur absolue, sans l'ombre d'un doute dans le regard. Parce qu'à midi pile, je vais convoquer une conférence de presse dans le hall de cet immeuble. Je vais remettre à la presse et aux autorités chaque preuve de notre escroquerie. Je vais avouer ma responsabilité pénale devant tout le pays. Cette entreprise s'est construite sur le sang d'innocents. Et aujourd'hui, je vais la réduire en cendres. Isabelle, qui avait la main sur la poignée de la porte, prête à partir, resta figée. Sa respiration s'arrêta. Elle tourna lentement le visage pour regarder le vieux milliardaire. Ses yeux, durcis par des années de souffrance et de méfiance, scrutèrent le visage de Rodolphe à la recherche du piège, de la manœuvre politique, du mensonge d'entreprise. Mais elle ne trouva rien de tout cela. Elle vit un homme vieux, fatigué, prêt à sacrifier sa liberté, sa fortune et l'héritage de toute sa vie pour un seul acte de rédemption. Il allait aller en prison pour détruire le monstre qu'il avait lui-même créé. Rodolphe s'approcha d'elle, s'arrêta à 1 mètre de distance, gardant ses distances par respect, sans oser la toucher. « Tu m'as dit que je ne pouvais pas acheter mon pardon, Isabelle. Et tu avais tout à fait raison, » dit Rodolphe, sa voix douce, presque un murmure paternel qui contrastait avec les cris de panique des cadres derrière lui. « Mais je peux au moins vous rendre justice, à toi, et aux 300 autres familles à qui j'ai volé l'espoir. » Rodolphe sortit son téléphone personnel de la poche intérieure de sa veste, composa rapidement un numéro et le mit sur haut-parleur. « Préparez l'hélicoptère sur le toit, » ordonna Rodolphe au pilote, « et appelez le directeur de l'hôpital américain. Dites-lui que la patiente Hélène Courtois va être admise d'ici 20 minutes à l'unité de soins intensifs pédiatriques. Je veux les meilleurs immunologues du pays à l'accueil. Les honoraires seront payés d'avance depuis mon compte personnel privé en Suisse. Mobilisez l'unité de transport aérien vers la clinique de la banlieue maintenant. » Isabelle sentit ses jambes fléchir. Le bouclier de glace qu'elle avait construit autour de son cœur depuis 4 ans se brisa. Les larmes qu'elle avait refusées au magnat, au conseil d'administration, à la vie elle-même, jaillirent enfin. Elle se couvrit la bouche des 2 mains, laissant échapper un sanglot étouffé, le son brut d'une mère qui venait d'apprendre que sa fille ne mourrait pas. « Va à l'hôpital, Isabelle, » dit Rodolphe, hochant légèrement la tête avec un sourire triste. « L'hélicoptère arrivera avant toi. Ta fille va vivre. Je m'occupe des ordures dans cet immeuble. » Isabelle le regarda dans les yeux pendant une longue seconde. Elle ne dit pas merci. Ce n'était pas nécessaire. La gratitude dans son regard brillait plus que n'importe quel diamant que Rodolphe eût acheté dans sa vie. Elle ouvrit la porte et courut dans le couloir, ses bruits de pas résonnant comme des battements d'espoir. En la regardant disparaître, Rodolphe ressentit une paix immense. Mais l'Empire ne tombe pas sans se battre, et les loups qu'il avait lui-même élevés aiguisaient déjà leurs crocs derrière son dos. Le prix de la vérité. L'horloge indiquait 11h00. Il ne restait plus qu'1 heure avant la conférence de presse. Rodolphe était assis à son bureau en acajou, rédigeant de sa propre main sa lettre d'aveu pour les autorités judiciaires. La paix qu'il avait ressentie quelques heures plus tôt avait été remplacée par une tension électrique qui faisait bourdonner les murs du 50e étage. Les portes de son bureau s'ouvrirent brusquement. Ce n'était pas Bertillon qui entrait, mais un groupe de 6 hommes âgés, vêtus de gris, au visage sévère et au regard froid. C'étaient les actionnaires majoritaires, le conseil d'administration. Au centre du groupe se tenait le docteur Ursine, un homme implacable qui contrôlait 30% des actions du groupe. Derrière eux, arborant un sourire de satisfaction mesquin, venait Fabien Mongrand. Le jeune cadre n'avait pas quitté l'immeuble. Il était allé directement donner l'alerte auprès du conseil. « Bonjour, Rodolphe, » dit Ursin, sa voix rauque traînant sur chaque syllabe. Il n'y eut pas de poignée de main, pas de courtoisie. Nous avons reçu un appel très perturbant de Fabien ce matin. Il nous a informé que tu as subi un grave effondrement mental. Rodolphe posa son stylo sur le bureau, levant les yeux sans la moindre surprise. Il n'y a aucun effondrement, Ursin. Il y a de la lucidité. Je vais remettre les fichiers de la fraude de Horizon Assurance au procureur de la République à midi. Cette entreprise va indemniser chaque famille que nous avons détruite jusqu'à ce que nous n'ayons plus un sou, s'il le faut. Ursine laissa échapper un rire sec et sans joie. Les autres membres du conseil regardèrent Rodolphe comme un chien enragé qu'il fallait abattre.
Rodolphe, nous avons fondé cet empire ensemble il y a 40 ans, dit Ursine, appuyant ses deux mains sur le bureau en acajou pour se pencher vers lui. Je ne vais pas permettre que tes délires de sénilité morale détruisent mon patrimoine et celui de mes petits-enfants. C'est fini. Ursine sortit un dossier en cuir noir et le jeta devant Rodolphe. C'est une résolution d'urgence du Conseil approuvée à l'unanimité il y a 10 minutes. Nous avons invoqué la clause d'incapacité mentale du PDG. Tu es destitué de tes fonctions avec effet immédiat, Rodolphe. Tu es dehors. Tu n'es plus le président, tu n'es plus le directeur, tu n'es plus rien. La sécurité est déjà en train de bloquer tes accès informatiques. Rodolphe serra les dents, ressentant une colère volcanique dans la poitrine, mais il ne perdit pas son calme. « Je me fiche éperdument de votre fauteuil et de votre entreprise », cracha Rodolphe, se levant d'un bond, défiant Ursine face à face. « Gardez les cendres. Mon propre argent me suffit. La conférence de presse reste maintenue. J'irai moi-même au tribunal avec les disques durs que Bertillon a déjà extraits. » Le sourire mesquin de Fabien s'élargit encore au fond de la pièce. Il fit un pas en avant, savourant sa vengeance. « Je crois qu'on ne vous a pas expliqué toute la situation, monsieur de Villeneuve, » dit Fabien avec ironie. « Vous avez signé l'ordre de fraude il y a 4 ans. Si vous tombez, l'entreprise tombe. Ainsi, l'équipe juridique du Conseil vient de déposer une plainte conservatoire pour détournement de fonds à votre encontre. Un juge, proche de nos milieux, vient de signer une ordonnance de gel préventif. » Le cœur de Rodolphe fit un bond violent. Un frisson de terreur pure lui parcourut l'échine. « De quoi parles-tu, misérable ?» murmura Rodolphe, la panique s'infiltrant dans sa voix. « De tous vos comptes, Rodolphe, » répondit Ursine avec une froideur sadique. « Vos comptes d'entreprise, vos fiducies, et oui, également votre compte personnel privé en Suisse, lié aux actions de l'entreprise. Tout est gelé par la cellule de renseignement financier jusqu'à ce que l'enquête pour détournement soit résolue. Vous ne pouvez pas sortir un seul euro, pas même pour vous payer un café, et encore moins pour régler des frais médicaux. » À cet instant précis, la porte latérale s'ouvrit brusquement et Bertillon entra en courant. Son visage d'ordinaire impassible était décomposé. Il tenait son téléphone à la main. « Monsieur de Villeneuve », s'exclama Bertillon, ignorant complètement le conseil d'administration. « Ils viennent de rejeter le transfert international. Le paiement à l'hôpital américain a été refusé. L'hôpital privé a annulé l'admission de la fillette et a ordonné à l'hélicoptère de faire demi-tour. » Rodolphe sentit le monde s'effondrer autour de lui. L'air disparut. « Non, non, non !» Rodolphe trébucha vers l'arrière, retombant lourdement sur son fauteuil. « Annulez cet ordre !» cria-t-il à Ursin, les yeux pleins de larmes de désespoir. « L'enfant est dans un état critique. Elle mourra si elle ne reçoit pas ce traitement expérimental aujourd'hui. Gardez l'entreprise, gardez mes actions, mais débloquez ce maudit argent médical. » Ursine ajusta sa cravate de soie, imperturbable. « C'est bien regrettable, mais les problèmes du personnel de maison ne sont pas du ressort du conseil d'administration. Fabien appelle la sécurité pour escorter monsieur de Villeneuve hors de l'immeuble. » Rodolphe n'attendit pas les gardes. Il bouscula Fabien avec tant de force que le jeune cadre heurta la cloison en bois. Rodolphe sortit en courant du bureau, ignorant les cris du conseil. Ses genoux le faisaient souffrir. Son cœur de 68 ans battait à un rythme dangereux, mais il ne s'arrêta pas. Bertillon courait derrière lui. 40 minutes plus tard, le ciel de la ville grondait d'orage. Rodolphe, dépouillé de sa berline blindée et de ses cartes de crédit, descendit d'un simple taxi parisien devant la clinique publique délabrée de la banlieue. Il courut dans les couloirs bondés de monde, trébuchant sur des brancards rouillés et évitant des infirmières épuisées. L'odeur de chlore bon marché et de maladie lui agressait les narines. Il trouva Isabelle aux urgences. L'image le détruisit complètement. Isabelle était assise par terre, sur le carrelage cassé, serrant le petit corps d'Hélène dans ses bras. La fillette avait les yeux fermés. Sa peau était d'une teinte pâle, presque translucide, et sa respiration n'était qu'un sifflement superficiel et agonisant. L'hélicoptère n'était jamais arrivé. Le transfert privé avait été annulé. Isabelle leva les yeux en entendant les pas. Ses yeux, auparavant remplis de gratitude, n'étaient plus que 2 abîmes de désespoir absolu. Elle vit Rodolphe à bout de souffle, le costume froissé et le visage trempé de sueur et de pluie. Le vieux milliardaire tomba à genoux devant elle et l'enfant, au milieu du couloir sale. Peu lui importait qui le regardait. L'homme qui avait été si puissant était désormais l'être humain le plus démuni et impuissant de la terre. « Ils m'ont bloqué, ils m'ont tout pris », pleura Rodolphe, frappant le sol en granit du poing, la voix brisée par la culpabilité et l'horreur.
Je n'ai pas pu la sauver, Isabelle. Que Dieu me pardonne. Ils m'ont pris mon argent, je n'ai pas pu la sauver. Isabelle ne cria pas, elle ne l'insulta pas. Elle serra simplement sa fille mourante encore plus fort, la berçant lentement sur le sol froid, tandis que des larmes silencieuses coulaient sur son visage, fermant les yeux dans l'attente d'un miracle que l'argent terrestre ne pouvait plus acheter. Le temps était écoulé, le contre-pied parfait. L'écho des sanglots de Rodolphe de Villeneuve se mêlait au bip intermittent et cruel des moniteurs dans la salle des urgences bondée. Le grand loup de la défense était à genoux sur un sol taché de chlore bon marché, la tête basse, vaincu par sa propre création. Isabelle Courtois le regarda au milieu de l'agonie de tenir sa fille presque sans vie. Les yeux de la mère se fixèrent sur la silhouette brisée du vieillard. Elle vit ses larmes sincères, ses genoux écorchés par la chute, son costume hors de prix trempé par la tempête et sali par la boue des rues populaires. Pour la première fois depuis 4 ans, Isabelle ne vit pas le monstre d'entreprise qui avait signé l'arrêt de mort de sa famille. Elle vit un homme vieux, terrifié et profondément repentant, prêt à sacrifier son empire pour tenter de sauver la fillette qu'il avait lui-même blessée. La rancœur d'Isabelle s'évanouit, remplacée par un instinct de survie aiguisé et redoutable. L'interprète des Nations Unies, la femme qui avait négocié entre des puissances mondiales, se réveilla de sa torpeur. « Levez-vous, Rodolphe », ordonna Isabelle. Sa voix ne tremblait pas, il n'y avait plus de larmes, seulement une détermination d'acier. Les larmes n'achètent pas d'oxygène. « Mettez-vous debout tout de suite ». Rodolphe leva un visage confus, les yeux injectés de sang. Isabelle regarda vers le couloir. Bertillon, le chef de sécurité, se tenait debout à 2 mètres de là, muet et paralysé par la tragédie. « Bertillon, ton téléphone satellite crypté. Donne-le-moi maintenant », exigea Isabelle, tendant sa main libre sans lâcher la petite Hélène. Bertillon n'hésita pas une seconde. Il sortit le lourd appareil noir de sa veste et le lui remit. Isabelle cala le téléphone entre son épaule et son oreille. Ses doigts volèrent sur le clavier numérique, composant un long code international complexe, une ligne d'urgence diplomatique à accès restreint que seule une poignée de personnes dans le monde connaissait. Le téléphone sonna 2 fois. Quelqu'un décrocha à l'autre bout du monde. « Kaneshiro-san, watashi wa kinu anata no keiyaku osukuta tsuyakusha desu. » « Monsieur Kaneshiro, je suis l'interprète qui a sauvé votre contrat hier. » La prononciation d'Isabelle était nette, dépouillée de toute la courtoisie protocolaire de la veille. Elle parlait d'égal à égal, avec l'urgence d'une guerre sur le point d'éclater. Rodolphe retint son souffle, s'essuyant le visage avec la manche de sa veste. À Tokyo, l'implacable magnat japonais arrêta sa tasse de thé à quelques centimètres de ses lèvres, surpris par l'audace de cet appel sur sa ligne privée. « Écoutez-moi très attentivement, monsieur Kaneshiro, car je ne le dirai qu'une fois, » continua Isabelle, cette fois dans un anglais britannique parfait et autoritaire, sachant que la ligne était enregistrée par les serveurs du consortium asiatique. L'homme avec qui vous avez signé hier la fusion de 1 milliard d'euros vient d'être destitué par un conseil d'administration corrompu. Le conseil qui contrôle désormais les actions se finance avec l'argent de police médicale volé à des enfants atteints de maladies terminales. J'ai les preuves, j'ai les noms, et j'ai les courriels extraits des serveurs centraux. Le silence à l'autre bout du fil fut dense, pesant. Si vous permettez que cette fusion se fasse, si votre argent japonais entache vos mains du sang de ce conseil d'administration, je vous jure sur la vie de ma fille que demain matin, je remettrai chaque document au Financial Times, au tribunal de La Haye et à Interpol. Je détruirai la valeur de vos actions mondiales avant l'ouverture des marchés. Votre nom sera synonyme d'infanticide corporatif. Rodolphe et Bertillon se regardèrent stupéfaits. Cette femme aux vêtements usés menaçait le consortium le plus puissant d'Asie en tenant sa fille mourante sur le sol d'un hôpital public. Elle ne demandait pas une faveur, elle exigeait une reddition inconditionnelle. Kaneshiro, un homme élevé selon le code strict de l'honneur, ressentit un dégoût profond, non pas envers Isabelle, mais envers la trahison dont il était sur le point d'être le complice. Le déshonneur était le seul péché impardonnable dans son monde. « What do you require? Que demandez-vous » répondit Kaneshiro, sa voix résonnant comme un tonnerre lointain dans le haut-parleur du téléphone satellite. « Je veux que Rodolphe de Villeneuve soit rétabli dans ses fonctions de président absolu du groupe dans les 3 prochaines minutes. Je veux le déblocage immédiat de ses comptes privés en Suisse. Et je veux que vous appeliez vous-même le docteur Ursine pour l'informer que s'il n'exécute pas cet ordre immédiatement, le consortium japonais enverra ses propres avocats pour le faire incarcérer pour fraude internationale. It is done.
C'est fait, trancha Kaneshiro avant de raccrocher. À 50 km de là, dans la salle du conseil du 50e étage, Ursine et Fabien Mongrand trinquaient au champagne. Le vieux médecin souriait, pensant avoir gagné la guerre et assuré sa fortune. Le téléphone rouge des urgences financières, au centre de la table en acajou, se mit à sonner. C'était un son aigu conçu pour irriter les nerfs. Ursine fronça les sourcils et décrocha le combiné. 80 secondes plus tard, la coupe de champagne échappa des mains d'Ursine, s'écrasant sur le sol en marbre. Le leader du conseil d'administration était livide. Il avait entendu Kaneshiro menacer de détruire leur famille, de confisquer leurs biens et de les envoyer dans une prison fédérale sans caution. L'ordre était absolu. Kaneshiro avait déjà contacté un magistrat pour faire retirer les fausses accusations de détournement sous peine d'un scandale international majeur. « Libère les comptes », balbutia Ursine, regardant Fabien avec des yeux exorbités par la panique. « Libère les comptes de Villeneuve immédiatement. Annule la destitution. Fais-le maintenant. Fais-le ou nous allons tous finir en prison. » Dans le couloir de l'hôpital public, le téléphone satellite de Bertillon vibra. C'était un message automatique de la banque suisse de Rodolphe. Alerte de sécurité. Blocage des fonds levés, fonds opérationnels disponibles. Bertillon leva les yeux et regarda Rodolphe. Il hocha la tête une seule fois. Rodolphe ne perdit pas une milliseconde. Il se redressa du sol avec une agilité qu'il pensait avoir perdue depuis des décennies. Il composa un numéro en criant dans son propre téléphone, courant vers les portes des urgences. Le paiement est effectué, hurla Rodolphe au directeur de l'hôpital américain. Envoyez ce maudit hélicoptère maintenant. Le bruit assourdissant des pales fendant la pluie torrentielle ne tarda pas à faire trembler les vitres de la clinique publique. L'équipe médicale de secours fit irruption dans le couloir avec une couveuse mobile de dernière génération. Ils écartèrent le personnel, stabilisèrent la petite Hélène en quelques secondes et la branchèrent sur des appareils de haute précision. Isabelle se redressa en tremblant, regardant les médecins prendre soin de sa petite fille. Elle sentit une main chaude et ridée se poser sur son épaule. C'était Rodolphe. « Monte dans l'hélicoptère, Isabelle », lui dit le vieux milliardaire, des larmes coulant sur son visage, affichant le sourire le plus honnête de sa vie. « Ta fille t'attend, pars avec elle. »« Et vous ?» demanda Isabelle, la voix étranglée par l'émotion, le regardant dans les yeux. « Kaneshiro vous a rendu le pouvoir. Vous êtes à nouveau le propriétaire de l'entreprise. » Rodolphe secoua lentement la tête. Ses yeux reflétaient une paix inébranlable. « Non, Kaneshiro m'a rendu les clés, mais cette entreprise est déjà morte. Maintenant, je dois aller allumer le feu pour brûler les ordures. À bientôt, promets-le-moi. » Isabelle acquiesça. Elle monta dans l'hélicoptère tandis que Rodolphe restait en arrière sous la pluie, regardant l'appareil s'élever dans le ciel gris, emportant avec lui le seul trésor pour lequel il valait la peine de se battre. Un héritage qui compte vraiment. Un héritage qui compte. 6 mois plus tard, le soleil de fin d'après-midi baignait de lumière dorée la petite salle à manger d'une maison modeste mais impeccable, située dans un quartier résidentiel calme au sud de Paris. L'odeur de poulet rôti et de pain frais remplissait l'air, un parfum de foyer pur et sans artifice. Rodolphe de Villeneuve ne portait plus de costume en soie, ni de cravate de marque importée. Il portait un pull en laine couleur crème et un pantalon confortable. Son visage, autrefois dur et tendu par le stress des milliards, était désormais détendu, marqué par des rides nées de sourires fréquents. Il était assis sur une chaise en bois, pliant des serviettes de table en tissu avec une maladresse touchante. La porte du couloir s'ouvrit brusquement. Grand-père Rodolphe, une fillette de 7 ans, aux joues roses et aux cheveux attachés en 2 nattes parfaites, entra en courant dans la pièce. Il n'y avait plus de tubes en plastique dans ses bras, plus de lourdes bouteilles d'oxygène. Hélène respirait d'elle-même, pleine de vie, riant à gorge déployée en se jetant dans les bras du vieil homme. Rodolphe l'attrapa au vol, la soulevant avec un effort qui lui arracha un léger gémissement, mais qu'il n'aurait changé pour tout l'or du monde. Il la serra contre sa poitrine, enfouissant son visage dans ses cheveux, respirant l'odeur du shampoing à la camomille et de la vie retrouvée. « Ma petite guerrière !» s'exclama Rodolphe en lui baisant le front avant de l'installer sur ses genoux. « Comment s'est passée l'école aujourd'hui ? Tu as encore donné des cours de calcul à ton maître ? » « Oui, mais il dit que je suis trop impatiente, tout comme toi, » répondit Hélène en riant et en pinçant la joue du vieil homme. Depuis la cuisine, Isabelle observait la scène, appuyée contre le montant de la porte. Elle portait des vêtements simples, ses cheveux lâchés sur ses épaules,
et tenait un plat de nourriture dans les mains. La fatigue des années sombres avait disparu de ses yeux, remplacée par une lueur de gratitude et de paix immense. Rodolphe fit descendre la fillette pour qu'elle allât se laver les mains, puis croisa le regard d'Isabelle. Il n'était pas nécessaire de parler de ces 6 derniers mois, car tous deux savaient exactement quelle bataille ils avaient gagnée. Rodolphe avait tenu sa parole. Le lendemain du sauvetage d'Hélène, il avait convoqué la presse dans le hall de son siège social. Devant les caméras de tout le pays, il avait remis les preuves de la fraude. La justice avait agi de manière rigoureuse. Le docteur Ursine, Fabien Mongrand et tout le conseil d'administration corrompu avaient été arrêtés et condamnés. Rodolphe s'était également déclaré coupable de négligence, mais grâce à la collaboration totale qu'il avait apportée pour démanteler le réseau, à son âge avancé et au soutien discret d'Isabelle, le juge lui avait accordé un aménagement de peine sous surveillance et l'avait condamné à réparer les préjudices. Rodolphe n'avait pas seulement payé les amendes, il avait liquidé tout son empire, vendu les immeubles de verre, dissous la compagnie d'assurance abusive et utilisé jusqu'au dernier centime de ses comptes pour créer la Fondation Hélène Courtois. Aujourd'hui, cette fondation finançait les traitements de maladies rares pour des centaines d'enfants sans ressources à travers tout le pays. Rodolphe avait cessé d'être l'homme le plus riche, mais il était devenu l'homme le plus libre. Isabelle posa le plat sur la table et s'assit en face de lui. « Bertillon m'a appelé ce matin », dit doucement Isabelle en servant de l'eau fraîche dans les verres. « Il dit que la Fondation vient d'approuver le transfert aérien pour 3 autres enfants à Lyon. Les comptes sont parfaits. Tu as fait un travail remarquable, Rodolphe. » Le vieil homme sourit, prenant un morceau de pain chaud de ses mains un peu tremblantes. « Non, Isabelle. C'est toi qui as fait ce travail. Tu m'as appris que la véritable richesse ne se compte pas en zéro sur un compte bancaire, mais dans les vies que l'on choisit de toucher lorsqu'on en a le pouvoir. » Isabelle tendit la main à travers la table et prit celle de Rodolphe. Un geste simple, humain, chargé d'un pardon absolu. « Tu as été très courageux de brûler ton château, Rodolphe. Ce n'est pas tout le monde qui accepte de descendre de son trône. » Rodolphe regarda autour de lui. Il regarda les murs peints en blanc, la petite télévision dans le coin, les dessins d'enfants d'Hélène collés sur le réfrigérateur. Il se rappela son immense bureau en acajou au 50e étage, froid, solitaire, entouré d'hommes en costume qui n'attendaient que sa chute pour dévorer ses restes. Il se rappela sa défunte épouse, qu'il avait délaissée pour courir après des contrats internationaux, et sentit qu'il avait enfin fait la paix avec sa mémoire. Il serra doucement la main d'Isabelle et regarda vers la porte par laquelle la petite Hélène venait de sortir, l'entendant chantonner depuis la salle d'eau. « Ce n'était pas un château, ma fille. C'était une prison de verre, » murmura Rodolphe, les yeux brillants d'une émotion pure et sereine. « J'ai passé 60 ans à accumuler de l'argent pour ne pas me sentir seul, croyant que le pouvoir me donnerait le respect qui me manquait dans l'âme. Mais regarde-nous maintenant. » Rodolphe leva les yeux, souriant d'une paix qui transcendait le temps. « Je n'ai plus un seul immeuble à mon nom. Je n'ai plus de garde du corps, plus de costume de soie, plus d'avion privé. Mais ce soir, pour la première fois de ma vie, je vais dîner en famille. » Isabelle sourit, des larmes de bonheur perlant au coin de ses yeux. La fillette revint en courant à la table, s'assit à côté de son grand-père d'adoption et lui prit la main, prête à dîner. Le grand loup de la finance était mort, mais Rodolphe de Villeneuve, le grand-père, l'homme qui avait découvert que le pardon existe pour ceux qui ont le courage de réparer leurs erreurs, venait de naître. La vie, en fin de compte, ne dépendait pas des langues que l'on pouvait parler pour conclure un accord, mais de la seule langue universelle que l'on osait écouter, celle de l'amour et de la rédemption.